Décembre 1943. Un pilote de chasse allemand épargna un bombardier américain gravement endommagé au-dessus de l'Allemagne. 10 hommes survécurent grâce à ce choix. Ensuite, les 2 pilotes rentrèrent chez eux et n'en parlèrent plus jamais. Pendant 43 ans, Charlie Brown porta une question. Qui était-il? Le pilote allemand qui l'avait regardé dans les yeux et avait choisi la clémence plutôt que le meurtre. L'homme qui avait risqué l'exécution pour sauver des inconnus. En 1986, Charlie Brown commença ses recherches. 4 années d'impasse, des centaines de lettres, d'innombrables appels téléphoniques. Puis en janvier 1990, une lettre arriva du Canada. 4 mots. J'étais celui-ci. Voici l'histoire de comment 2 ennemis sont devenus frères. Charlie Brown regagna l'Angleterre le 20 décembre 1943. Son B-17, Ye Old Pub, atterrit à la RAF Seething avec 11 hommes blessés à bord, dont un mort. L'avion était si endommagé qu'il ne vola plus jamais. Les équipes au sol n'arrivèrent pas à croire qu'il était resté en l'air. Lors du débriefing, Charlie raconta à ses officiers supérieurs ce qui s'était passé. Un chasseur allemand les avait escortés jusqu'à la sécurité. La réponse fut immédiate. Ne parlez plus jamais de cela. Ne le dites pas à l'équipage. Ne le dites pas aux autres pilotes. Si le mot se répandait que des pilotes allemands pouvaient faire preuve de clémence, cela pourrait créer un sentiment dangereux. La ligne officielle était claire. On ne peut pas être humain et piloter dans un cockpit allemand. Alors Charlie garda le silence. Il termina son tour de combat, effectua d'autres missions, rentra chez lui en Virginie occidentale. Il alla à l'université, rejoignit à nouveau l'armée de l'air en 1949 et servit jusqu'en 1965. Il devint officier du service extérieur au département d'État. Il fit des voyages au Laos et au Vietnam. Il prit sa retraite en 1972 et déménagea à Miami en tant qu'inventeur. Il se construisit une vie et éleva une famille. Mais il n'oublia jamais. Sa fille se souviendrait plus tard des cauchemars de son père. Elle se souvient qu'il se réveillait en sueur froide de temps en temps. La guerre ne l'avait jamais vraiment quitté, et toujours sous le stress post-traumatique et les souvenirs de combat, il y avait une image obsédante. Le pilote allemand dans son Bf-109 volant à leur côté. Franz Stigler garda aussi le silence. Il avait atterri près de Brême après avoir escorté le B-17 jusqu'à la sécurité et ne dit rien à ses officiers supérieurs. Ce qu'il avait fait était un motif de cour martiale dans l'Allemagne nazie. La peine pour avoir épargné un avion ennemi au combat était l'exécution. Si quelqu'un découvrait qu'il avait délibérément laissé 10 Américains s'échapper, il ferait face à un peloton d'exécution. Alors Franz garda le secret pour le reste de la guerre. Il survécut à l'effondrement de l'Allemagne, au chaos de la défaite, à l'occupation. En 1953, il émigra au Canada, se maria et devint un homme d'affaires prospère. Lui aussi se construisit une nouvelle vie. Lui aussi essaya de passer à autre chose. Mais le souvenir de ce jour de décembre 1943 resta avec lui. Le B-17, avec les trous béants dans son fuselage, l'équipage blessé luttant pour survivre, le jeune pilote qui l'avait regardé à travers la verrière du cockpit. Franz dirait plus tard qu'il avait perdu l'appétit pour les croix de chevalier après ce jour. Il cessa de poursuivre agressivement les victoires. La vue de ce bombardier fracassé et de son équipage mourant avait changé quelque chose en lui. Les 2 hommes portèrent ce souvenir en silence pendant des décennies. Une rencontre qui avait duré peut-être 10 minutes les avait marqués tous 2 de façon permanente. 1986, Boston. Une réunion de pilotes de combat appelée Gathering of the Eagles. Charlie Brown a maintenant 64 ans, colonel de l'armée de l'air à la retraite vivant à Miami. Boeing a invité d'anciens pilotes pour célébrer le 50e anniversaire du premier vol du B-17 en 1935. Pendant l'événement, quelqu'un demande à Charlie s'il a eu des missions mémorables pendant la Seconde Guerre mondiale. Il réfléchit un instant, puis il raconte l'histoire. Le bombardier paralysé, le chasseur allemand apparu sur leur aile, l'escorte jusqu'à la sécurité, le salue. Ensuite, les gens se rassemblent autour de lui avec des questions. Comment se fait-il qu'il n'ait jamais essayé de retrouver ce pilote? Qui était-il? A-t-il survécu à la guerre?
Charlie réalise qu'il a porté cette question pendant 43 ans sans jamais vraiment essayer sérieusement d'y répondre. Il décide qu'il doit le retrouver. Il commence par les voies officielles. Il contacte l'US Air Force. Il écrit aux archives de la Luftwaffe ouest-allemande. Il demande des dossiers au bureau historique de l'armée de l'air. Sûrement que quelqu'un, quelque part, a des documents sur les pilotes allemands stationnés près de Brême en décembre 1943. Les mois passent, puis 1 an, puis 2 ans, 3, 4. Les documents n'existent pas, ou ils sont incomplets, ou ils ont été perdus, ou ils sont classifiés. Impasse après impasse. Les archives militaires allemandes étaient dispersées dans une Allemagne divisée. Les dossiers détaillés de la Luftwaffe avaient été détruits ou capturés par les soviétiques. Retrouver un pilote spécifique pour un jour spécifique en 1943 est presque impossible. Mais Charlie ne peut pas laisser tomber. Ses cauchemars continuent. Il se réveille en sueur froide, se souvenant de la DCA, des chasseurs, de l'équipage mourant. Et toujours la question, qui était le pilote allemand ? En 1989, Charlie essaie une approche différente. Il écrit un récit détaillé de l'incident et l'envoie à un bulletin d'information pour pilotes de combat, vétérans américains et allemands. La lettre décrit la date, le lieu, les circonstances, les marques du Bf-109, tout ce dont il se souvient. Il inclut un détail spécifique. Le pilote allemand l'avait regardé directement, puis avait fait un salut avant de s'éloigner. Charlie envoie la lettre et attend. Il a 67 ans maintenant. Plus de 46 ans ont passé depuis ce jour au-dessus de l'Allemagne. Le pilote allemand est peut-être mort, n'a peut-être jamais survécu à la guerre, est peut-être mort dans les décennies suivantes. Mais Charlie doit essayer. Pendant ce temps, à Vancouver, au Canada, Franz Stigler a 74 ans. Lui aussi avait assisté à l'événement du 50e anniversaire de Boeing en 1986, le seul pilote allemand présent. Une chaîne de télévision locale l'avait interviewé et il avait raconté son histoire. Le B-17 qu'il avait épargné, la décision qu'il avait prise, le risque qu'il avait encouru. Franz avait aussi fait discrètement des recherches au fil des ans. Il voulait savoir si le bombardier était rentré, si l'équipage avait survécu. Il avait contacté d'anciennes associations de la Luftwaffe, posé des questions lors de rassemblements d'anciens combattants. Pas de réponse. Puis, en janvier 1990, Franz voit la lettre de Charlie dans le bulletin des pilotes de combat. Il la lit. La date correspond, le lieu correspond, les circonstances correspondent. Après 47 ans, Franz sait que l'équipage du B-17 a survécu. Ils sont rentrés chez eux. Franz s'assoit et écrit une lettre. Il l'envoie à Charlie Brown à Miami, Floride. 18 janvier 1990. Charlie reçoit une enveloppe du Canada. À l'intérieur se trouve une lettre qui commence par ces mots « J'étais celui-ci ». Lorsque Charlie et Franz se parlèrent pour la première fois au téléphone, Franz décrivit son avion. Chaque détail dont Charlie avait besoin pour confirmer que c'était bien le pilote allemand du 20 décembre 1943. Franz expliqua que lorsqu'il s'était placé à côté du B-17 et avait vu l'étendue des dégâts, lorsqu'il avait regardé à travers les trous dans le fuselage et vu l'équipage désespéré essayant de se sauver les uns les autres, il s'était souvenu des paroles de son commandant, Gustav Redel. « Si jamais je te vois ou apprends que tu tires sur un homme dans un parachute, je te tirerai moi-même. » Pour Franz, les hommes dans ce bombardier fracassé n'étaient pas différents d'hommes suspendus à des parachutes. Ils étaient sans défense. Ils ne représentaient pas une menace. Les achever aurait été un meurtre, pas un combat. Franz dit à Charlie qu'il avait essayé de les faire atterrir en Allemagne ou de les faire dévier vers la Suède neutre, où ils auraient reçu des soins médicaux, mais les Américains avaient continué à voler vers l'Angleterre. Alors, Franz les avait escortés à travers les positions de la DCA allemande pour les protéger. En parlant, quelque chose changea chez les deux hommes. Les cauchemars de Charlie commencèrent à s'apaiser. La question qu'il avait hantée pendant près de 5 décennies avait enfin une réponse. Plus qu'une réponse. Elle avait un nom, une voix, un véritable être humain au bout du fil. Pour Franz, entendre la voix de Charlie signifiait tout. Pendant 47 ans, il s'était demandé si son choix avait compté. Si le bombardier s'était écrasé dans la mer du Nord, si l'équipage avait succombé à ses blessures avant d'atteindre l'Angleterre. Maintenant,
Ils savaient qu'ils avaient vécu. Les 10 hommes survécurent à cette mission. Les deux organisèrent une rencontre en personne. 6 mois plus tard, ils se rencontrèrent à Seattle. Une caméra captura le moment. Franz sortit d'une voiture, vit Charlie et courut l'embrasser. Les deux hommes, autrefois ennemis, se tinrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent. Franz se tourna vers la caméra et dit doucement « Je t'aime, Charlie ». Ils passèrent la journée à parler, à combler les années manquantes. Charlie présenta Franz aux autres membres de son équipage, des hommes qui étaient en vie grâce au choix de Franz ce jour de décembre. Franz rencontra leurs enfants, leurs petits-enfants, des familles qui existaient parce qu'un pilote avait choisi la clémence. La rencontre se révéla profondément guérissante pour les deux hommes. Charlie dit que ses cauchemars avaient cessé après avoir retrouvé Franz. Franz dit que rencontrer Charlie et l'équipage était la seule bonne chose qui soit sortie de la Seconde Guerre mondiale pour lui. Il avait perdu son frère à la guerre, il avait vu la Luftwaffe perdre plus de 90% de ses pilotes. Il avait été témoin de la destruction de l'Allemagne. Mais cela, sauver ses hommes, était quelque chose dont il pouvait être fier. Après 1990, Charlie et Franz devinrent des amis inséparables. Ils se parlaient au téléphone chaque semaine. Ils voyagèrent à travers les États-Unis ensemble, apparaissant dans des meetings aériens et des rassemblements d'anciens combattants, racontant leur histoire à des groupes civiques et des organisations. Lors d'une visite ultérieure, Franz offrit un livre à Charlie. À l'intérieur, il avait écrit « En 1940, j'ai perdu mon seul frère, pilote de chasse de nuit. Merci, Charlie. Ton frère, Franz. » Les deux familles devinrent proches. La femme de Charlie et la femme de Franz devinrent amies. Le lien s'étendit au-delà des deux pilotes à tous ceux qui les entouraient. Certaines personnes ne comprirent pas. Franz reçut des appels d'Allemagne le traitant de traître pour avoir épargné des bombardiers américains. Certains voisins canadiens l'évitaient, le traitant de nazi. La réponse de Franz était toujours la même. Il ne comprendrait jamais. Pour Franz et Charlie, les étiquettes n'avaient pas d'importance. Allemand ou américain, ennemi ou ami. Ce n'étaient que des mots d'une guerre terminée des décennies plus tôt. Ce qui comptait, c'était ce qui s'était passé le 20 décembre 1943, quand un homme avait regardé un autre et avait choisi l'humanité plutôt que le devoir. L'amitié dura 18 ans. Le 22 mars 2008, Franz Stigler mourut à Vancouver au Canada. Il avait 92 ans. 8 mois plus tard, le 24 novembre 2008, Charlie Brown mourut à Miami, en Floride. Il avait 86 ans. Ils sont enterrés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais leur histoire reste indissociable. Deux hommes qui s'étaient rencontrés 10 minutes au combat en 1943 et étaient devenus frères pendant les 18 dernières années de leur vie. Leur histoire devint un livre intitulé « A Higher Call », écrit avec l'aide d'auteurs qui documentèrent chaque détail. Le livre devint un best-seller, présentant leur histoire à des millions de personnes qui ne l'avaient jamais entendue. Mais le véritable héritage n'est pas le livre, ni la célébrité, ni la reconnaissance qui est venue tard dans leur vie. Le véritable héritage est ce que Franz Stigler a enseigné. Que même en temps de guerre, l'humanité peut prévaloir, qu'on peut porter l'uniforme ennemi et voir encore les êtres humains de l'autre côté. 47 ans pour se retrouver, 18 ans ensemble. Tous deux sont morts à 8 mois d'intervalle, comme si aucun ne pouvait exister longtemps sans l'autre. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est une histoire sur ce que signifie être humain.